Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Voix Off. Une nouvelle fois, je suis très content de vous accueillir. Aujourd'hui, on accueille Julie McLean qui est restauratrice à Figeac, donc la racine et la moelle, on va découvrir ça tous ensemble. Je vous rappelle une fois de plus les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, c'est hyper important pour faire remonter la vidéo. Et voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. On démarre l'interview sans plus tarder et on découvre le portrait de Julie. C'est parti! Bonjour Julie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. D'abord, je te félicite puisque on va faire un petit peu référence à l'actualité et donc bravo pour ce titre et vous avez été lauréat du coup la racine et la moelle d'un trophée donc Goemio. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste parce que déjà je pense que tout le monde ne connaît pas et Goemio et le trophée que vous avez remporté. Alors le Goemio c'est un guide culinaire assez réputé dans le métier. C'est l'équivalent du guide rouge, mais c'est jaune. D'accord. On a été déjà doté Jeune Talent en fait à l'ouverture de notre restaurant à Figeac. D'accord. C'est-à-dire que c'est un prix à l'ouverture? En fait, on a postulé pour une dotation. Ok. On a envoyé notre projet au Goemio. Moi, j'avais rencontré au préalable le directeur du Goemio un peu par hasard à Paris. D'accord. Et du coup, il nous a rappelé en nous disant qu'on était dotés. Donc, on est très contents parce que c'était des gros cadeaux. Mais ouais, j'imagine. Ouais. Et du coup, on n'a pas trop donné signe de vie entre le moment où on a ouvert le restaurant et maintenant, parce que c'était un gros sujet, l'ouverture du restaurant. Et puis maintenant, ça fait 7 ans. Et du coup, les guides, ils nous sollicitent, mais du coup, moi, j'ai pas trop eu le temps de répondre. Ouais. Et là, ils nous ont vraiment appelés, en nous disant qu'on avait reçu ce trophée. Et du coup, je suis hyper fière parce que du coup, pour moi, c'est un représentatif de ce qu'on fait depuis qu'on est là. Donc, on met en avant, nous, les produits d'ici. On a vraiment cherché à faire une carte qui bouge hyper régulièrement en fonction des saisons. Et du coup, on travaille en étroite collaboration avec nos éleveurs, producteurs, voilà. Donc, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout à Paris et qu'on cherchait, justement. En venant ici, dans la région, ouais. Exactement. D'accord. Et du coup, c'est ça, d'après ce que j'ai compris, ce trophée met en avant, plus voilà, je suis très fière personnellement, mais du coup, c'est aussi évidemment un travail d'équipe. On est assez nombreux maintenant à la racine et à la moelle. On a commencé tous les deux avec mon mari. Ouais. Et maintenant, on est entre 8 et 10, quoi. Ok. Voilà. Bon, on va revenir en tout cas sur le parcours. Donc, le nom, c'est Trophée Terroir d'Exception 2025 Goemio. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et deux tocs, il parlait. Alors ça, deux tocs, j'ai pas compris. Des tocs, c'est aussi c'est une notation. Du coup, je suis pas sûre de combien jusqu'à où ça va les tocs, mais en tout cas, on en avait une jusque-là, et là, on en a une deuxième. On a une deuxième, c'est très bien. On est très contents, et puis voilà. Ok, d'accord. Mais alors, ça se passe comment quand tu as ce genre de distinction? Parce que, en fait, t'as dit qu'ils te contactaient. En fait, ils viennent de façon anonyme, tu sais même pas qu'ils sont là. Et après, ils te recontactent, c'est ça? Oui, alors cette fois-ci, c'était comme ça. Ils sont venus cet hiver. Ok. Ils nous ont juste dit ça, ils nous ont pas dit quand exactement. Donc moi, cet hiver, c'est le pire moment pour moi. Ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvée dans une situation pareille à la racine parce que j'ai changé toute mon équipe en cuisine. C'était un peu un hasard, mais du coup, j'ai tous mes piliers qui sont partis en même temps. Et du coup, il a fallu tout recréer l'équipe, bien sûr. Et puis du coup, moi, je me suis retrouvée un peu plus au fourneau parce que du coup, j'avais beaucoup délégué. J'ai eu un enfant aussi. Petit détail qui a quand même son importance. Et du coup, j'ai dû déléguer quoi qu'il arrive. Et là, j'y suis retournée. Et en fait, ils sont passés, je pense, au moment où j'y étais plein fer. Donc, j'ai eu la chance qu'ils sont tombés au bon moment où j'étais pas complètement submergée. Et du coup, voilà, ils m'ont appelé juste avant qu'il y ait les cérémonies, 2-3 semaines avant. Et en me disant qu'on allait gagner, quoi. Donc voilà, c'est génial. Et après, tu pars à Paris, il y a une cérémonie, etc. Là, c'était
pas à Paris parce que du coup, nous, on fait partie de la région Occitanie. En fait, le Goemio, il sépare la France en 4. Et du coup, nous, on fait partie de la région Occitanie-Andorre. Ok. Et du coup, là, on était à côté de Toulouse. Ils nous ont invités dans un super endroit, dans un super resto qui va certainement être bientôt étoilé d'ailleurs. J'espère vraiment parce qu'on a hyper bien mangé. Et après, on a été invité à un autre endroit le lendemain où là, il y avait la cérémonie avec plein de grands chefs. D'accord. T'as le droit de citer des noms, mais on n'est pas sur TF1, t'inquiète pas. Non, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un autre monde pour moi parce que en quittant Paris aussi, on a un peu quitté un peu. À Paris, on a plus souvent croisé des grands chefs parce qu'ils sont là, enfin physiquement. Je dis pas qu'il y a pas de grands chefs du tout. Oui, mais on a compris. Mais c'est un peu plus loin à distance. Et puis maintenant, on a notre resto, donc on a moins l'opportunité aussi de. La concentration, disons, est plus importante sur Paris. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, du coup, oui, il y avait Saran, il y avait Gilles Goujon, il y avait Putla. Enfin, c'est des. Ouais. Gros calibre. C'est gros calibre. Et j'avais même à ma table un super cuisinier qui s'appelle Clément et qui a un resto à Montpellier. Pareil, je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Il a eu le trophée grand de demain, si je me trompe pas. Et voilà, c'est des gens qui sont hyper bons dans ce qu'ils font. Et du coup, de se retrouver parmi eux, du coup, c'est chouette, quoi. T'as des échanges aussi qui sont hyper riches, du coup, j'imagine. Super riches. C'est rassurant aussi parce qu'on se retrouve, malgré le niveau de gastronomie qu'on fait, on se retrouve avec un peu tous les mêmes problématiques, le personnel, juste le truc la restauration, c'est un milieu génial. C'est un milieu de passion, de passionnés, de gens qui sont très bons vivants. C'est pour ça qu'on fait ça, nous. Et le seul truc, c'est que c'est un métier qui est... On dit toujours, les restaurateurs... on s'en met plein les poches, c'est pas vrai. D'accord. Oui, tu veux dire. C'est comme Claudie le disait, enfin, c'est pas un métier, enfin, si tu veux gagner vraiment des sous, c'est pas ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, nous, on vit très bien de notre métier. Mais voilà, enfin, c'est toujours un peu sur le fil. C'est un équilibre hyper précaire. Et là, Putla le disait sur scène, il disait, malgré que je crois qu'il a 3 étoiles Michelin, et ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il a dit, j'ai passé un hiver vraiment limite. Et économiquement parlant, on parle toujours de ça, parce qu'on a des gens à payer à la fin du mois, des charges à payer et des impôts à payer. Et du coup, c'est toujours un peu sur le fil. Donc voilà, après, on se plaint pas non plus, voilà. Bien sûr. Mais voilà, vu la conjoncture et le climat un peu incertain, on le sent dans notre clientèle. On sent qu'il y a des gros extrêmes qui se passent, qui se passaient pas avant. Des grosses fréquentations puis plus rien. On ne sait pas pourquoi. Et puis j'imagine qu'en plus, quand tu es dans des restaurants typiquement étoilés, tu as des frais de fonctionnement qui vont avec, quoi. C'est-à-dire, ils vont tellement dans le détail. Les denrées, pareil, tu t'engages et tu... Voilà, c'est énorme. Tu as à chaque fois une prise de risque permanente, et donc ça veut dire que ça peut d'autant plus vite dégringoler si jamais tu manques de monde, quoi. C'est ça. Et puis c'est sûr, enfin la grosse charge, c'est le personnel aussi. C'est nous. Charge sociale. On s'est fait, un peu pas dépasser, mais en fait on a grossi assez vite. Parce que les gens vraiment voulaient manger chez nous et du coup on a vite fait été 3 puis 4 puis 5 puis 6 puis 7 puis maintenant presque 10. Mais en fait, c'est après il faut pouvoir payer tout le monde. Donc voilà. Je me doute. C'est une aventure au quotidien. Bon Julie, alors je te propose un truc. Ce que je fais à chaque fois, c'est que j'aime bien toujours repartir sur le parcours depuis le tout début et voir un petit peu pour comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là. Je pense que tout au long de l'interview, on parlera aussi de Mike, qui est donc ton compagnon et qui fait partie de l'aventure. Mais pour le moment, on va se concentrer sur toi. D'où viens-tu? Qui es-tu? Dans quel contexte as-tu grandi, etc., etc. Dis-nous tout ça. Du coup, je suis née en banlieue parisienne. J'ai grandi à Paris, dans le centre de Paris. J'ai un
un frère, une sœur, ma sœur est à Paris et mon frère vit aux États-Unis maintenant. Okay. Mes parents sont toujours à Paris. Et j'ai grandi dans une famille classe moyenne, dans des HLM dans le nord de Paris. Et j'ai fait une scolarité tout à fait normale jusqu'à 19 ans. Okay. J'ai arrêté en cours de route. D'accord. Et du coup, j'ai pas décidé en fait, je me suis arrêtée parce que ça me convenait pas. Et j'ai fait un gros moment de qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait. D'accord. Et puis en fait, je sais pas comment ça m'est venu, mais en fait, il y a eu un moment où j'avais pris assez de recul pour me dire non mais en fait, je vais arrêter d'utiliser trop mon cerveau et je vais utiliser mes mains. Ouais. Je crois que j'en avais besoin à ce moment-là. Et du coup, j'ai décidé de revenir à Paris, de choisir une des meilleures écoles de France. D'accord. C'est toujours une très bonne école, ça s'appelle l'École supérieure de cuisine française, Okay. qui est à côté de Montparnasse. Et du coup, j'ai fait 3 ans dans cette école. L'école, ça m'a vraiment mis une claque parce que du coup, c'est pas par hasard que c'est la meilleure école de cuisine à Paris, c'est que pour le coup, c'est un enseignement qui est au plus proche de ce que c'est le métier, en fait. Et du coup, je crois que j'étais pas encore prête à me retrouver dans ces cuisines-là, en tout cas, parce que Paris, c'est particulier, les cuisines parisiennes, c'est des cuisines de formation pour n'importe qui veut apprendre. C'est les meilleurs endroits pour moi. Il y a des très très beaux restaurants, des très très grands chefs. Mais un peu comme dans toutes les grosses villes, en fait, c'est que parce qu'il y a une concentration d'endroits. Sauf que du coup, c'est pas facile. C'est dur d'y rester, ouais. C'est pas facile. Ouais. L'ambiance est dure, le rythme est dur, la paye est pas énorme. Ouais. C'est vraiment un engagement, voilà. Et puis moi, j'avais déjà un peu de bouteilles de choses que j'avais vues et faites avant. Et j'avais envie d'être sûre que j'y allais au bon moment, pas me dégoûter en fait, parce que du coup, c'est un peu le risque de nos métiers, c'est que on peut tomber sur une personne qui nous dégoûte à vie du métier, et j'avais pas envie de ça. Donc, je suis passée par des chemins un peu de traverse. Après, j'ai aucun regret parce que j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai vu Paris, c'est aussi ça qui est hyper riche, c'est que du coup, dans l'événementiel, j'ai vu des lieux magiques. J'ai fait des défilés de mode. J'ai bossé pour des grandes marques de luxe, autant dans la bouffe que dans... J'ai fait des trucs pour Swarovski, j'ai fait des trucs pour Fiat, j'ai fait plein de trucs. Autant dans la déco que dans le... J'ai aussi bossé pour un autre traiteur où ils m'ont ouvert un poste qui n'existait pas. Et du coup, j'ai été... ils appelaient ça... à l'époque, ils appelaient ça designer culinaire. Donc en fait, je travaillais sur la corrélation entre le lancement, par exemple, d'un produit, d'un parfum, ou voilà. Donc, j'ai bossé, par exemple, pour Cacharel, où du coup, les fragrances du parfum, c'était la bergamote, le fleur blanche, etc. Et du coup, ça devait se retranscrire dans les pièces cocktails. D'accord. Mais sauf que moi, j'étais pas en cuisine. Moi, je devais driver une équipe que de mecs de mes 25 ans, je pense, qui eux avaient une bouteille pas possible et qui, du coup, c'était dur. Mais du coup, voilà, du coup, je créais du sur-mesure pour des marques. Ok. Voilà, en cocktail. Ce côté-là, je le prends un peu à la volée, même si j'aime pas trop. Je veux pas aller dans les clichés de ce genre de choses, mais quand même, est-ce que toi, tu l'as ressenti, le côté où, étant donné qu'il y avait beaucoup de mecs, t'arrivais quand même à trouver ta place ou autre, parce que des fois, il y en a qui disent que en tant que femme aussi, c'est plus compliqué. Voilà, on n'est pas là pour faire de... Voilà, mais juste quand même, est-ce que toi, tu l'as ressenti? Ah bah oui, j'ai des histoires un peu d'horreur à ce niveau-là. Heureusement, c'est pas généralisé. Tout le monde n'est pas comme ça, n'est pas ni macho ni misogyne en cuisine, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance assez commune qui reste encore malheureusement assez prononcée dans les cuisines. En l'occurrence, j'ai beaucoup vécu ça à Paris, beaucoup moins ailleurs parce que j'ai aussi bossé à l'étranger. Ça peut être vraiment pénible quand on ne sait pas se défendre. D'accord. Moi, j'ai vite appris à me défendre.
D'accord. Parce que ce qu'il y a, c'est que dans ce secteur-là, moi, je sais pas, vu de l'extérieur, j'ai la sensation qu'il y a quand même un peu plus d'équilibre sur la répartition. Enfin, le nombre de... Par exemple, tu as des secteurs où vraiment tu as plus de filles ou plus de garçons. Ouais. Ça se fait plus ou moins naturellement, qu'importe. Moi, vu de l'extérieur, je me dis la cuisine, est-ce que c'est aussi le cas ou j'ai l'impression que... Alors, franchement, c'est en cours d'évolution. D'accord. Mais on est loin de la mixité. Hein. On est très très loin de la mixité. Ah, d'accord. Là, par exemple, sur le Goemio, on était 2 nanas à être récompensées sur, je sais pas, une bonne dizaine de mecs. Okay. Le Michelin, c'est pareil. Les étoilés femmes, c'est beaucoup plus rare. Moi, je suis toujours hyper... J'essaye de calmer mon propos là-dessus parce que je vois bien que ça évolue dans le bon sens. Néanmoins, moi, quand j'ai fait l'école de cuisine, du coup, ça va faire 15 ans. Il nous disait, vous allez voir, ça évolue, c'est génial, les femmes en cuisine, nanana. Moi, les premières expériences que j'ai eues en cuisine, non. Enfin, Moi, j'ai beaucoup entendu d'histoires de nanas parce qu'entre nous, pour le coup, on est hyper soudés et du coup, il y a une vraie... On se partage nos histoires et on se dit surtout, ne va pas chez lui, surtout, ne va pas ici, surtout, voilà. Ou si tu y vas, fais gaffe à lui ou fais gaffe à ça, ou voilà. Après, moi, ça m'est arrivé de tomber dans une cuisine où le second, ouvertement, me mettait des mains au cul. Voilà, j'étais pas la seule nana, j'étais pas la seule nana à qui ça arrivait du coup. Donc on en a parlé dans les vestiaires et elle m'a dit ah oui moi aussi ça m'est arrivé. Et je lui dis mais qu'est-ce que t'as fait? Elle fait ah bah tu comprends je peux rien faire et tout. Là je viens juste d'arriver. Ok mais en fait si en fait il faut le dire. C'est pas normal. C'est un environnement professionnel. Il y a pas d'atteintes physiques qui sont normales en fait. Bien sûr. Donc moi je l'ai dit. Et je suis partie beaucoup plus tôt que prévu, du coup, parce que du coup, c'était complètement validé par le chef de cuisine. Donc, à partir du moment où c'est validé par au-dessus... L'environnement est malsain, ça sert à rien. C'est pas la peine. Mais après, j'ai évolué dans des cuisines, par exemple en Australie. J'ai bossé en Australie pendant 10 mois et où jamais... Mais alors, au grand jamais, ça n'est arrivé. Il y a jamais, même, enfin, le côté, cette espèce d'ambiance un peu macho, machin, pas du tout. Pas du tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc encore ancré dans notre tradition culinaire française. Ça fait partie un peu du truc. Propre à Paris ou vraiment française globale? Non, je pense que c'est la France dans les endroits où il y a de la pression, dans les endroits où il y a de l'entre-soi, où les équipes sont pas mixtes, pas assez mixtes en fait, voilà. Peut-être là où il y a aussi un peu de starification, parce que j'ai l'impression que la cuisine aussi, de plus en plus, il y a quand même c'est beaucoup mis en avant, j'allais dire, et médiatisé, donc peut-être aussi un lien à ça. Non. Oui. Alors oui, je sais pas. Je sais pas si ça rajoute du stress. J'en sais rien, mais en tout cas, ça existe. D'accord. Ça existe encore, malheureusement. Et j'espère pour les prochaines générations que ça existera de moins en moins. Et surtout que du coup, les gens le diront plus ouvertement. Parce que le problème en cuisine, c'est que on n'est pas encore à l'endroit, malheureusement, du MeToo du cinéma et toutes les actrices qui en parlent maintenant, etc. Nous, en cuisine, c'est encore tabou, en fait. C'est encore les nanas entre elles en parlent, mais ça va jamais à un procès. Parce que quand on est dans une sphère comme à Paris, c'est très fermé, en fait. Donc moi, on me l'a dit, on m'a dit si tu l'ouvres, t'auras plus de boulot à Paris. Tu seras grillé. Alors après, c'est leur mettre une pression. Je pense pas que ce soit vraiment vrai parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de bosser et enfin, tout le monde a besoin de personnel. Donc, je pense que je me serais présentée dans un autre resto, j'aurais trouvé du boulot. Mais il y a quand même cette pression parce que j'ai failli écrire un bouquin là-dessus et en fait, je me suis freinée. Je me suis dit, si je le fais, il faut que je sois partie. Donc je le ferai peut-être un jour. Et je raconterai les détails croustillants. Je comprends. Voilà. Alors, non, mais c'est cool d'avoir ce genre de retour. Moi, je veux pas, c'est pas un média basé sur la polémique ou autre, mais j'aime bien, à partir du moment où c'est fait de façon bienveillante, j'aime bien raconter, relater des faits, donc c'est quand même cool. Si on reprend du coup un petit peu au niveau de ton parcours, donc on t'a laissé
Post-école, tu fais une partie un petit peu événementielle, tu te cherches un peu, tu fais plein d'expériences hyper cool qui t'enrichissent. À partir de quel moment, du coup, après, tu reviens dans la cuisine? Dans la cuisine, en fait, j'avais en tête que à mes 30 ans, il fallait que je sache parler anglais. D'accord. Vraiment. Parce que mon grand frère, il est parti aux États-Unis. Il se démerde hyper bien. Et puis, je sais pas, moi, j'avais envie de savoir parler anglais. D'accord. Et je me suis dit, mais jamais à Paris, je vais trouver la motif. Bien sûr, voilà, je sais pas. Du coup, je m'étais fixé ça. Et à mes 30 ans, j'ai pris un billet d'avion et je me suis dit, je vais aller loin. Dans un pays anglophone? Ouais, dans un pays anglophone. Du coup, j'ai choisi Australie. Et en Australie, j'ai fait 2 mois de voyage. Et au bout de 2 mois, j'avais plus de sous. Et du coup, t'as travaillé. J'ai travaillé. Et j'ai travaillé à Sydney, du coup, dans un endroit d'abord où je me suis fait virer. Parce que en fait, en Australie, c'est les méthodes anglo-saxonnes. Du coup, t'as pas vraiment de contrat. Tu signes un petit bout de papier, voilà. La patronne, elle m'aimait bien jusqu'au moment où je l'ai un peu trop ouvert parce que, du coup, d'un moment, je l'ouvre. Et elle m'a dit, écoute, tu fumes ta clope et tu t'en vas. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Mais j'étais, ok, bon, c'est différent de chez nous. Mais c'est pas grave, enfin, j'étais là pour aussi expérimenter les. Voilà. Sûr. Et après, j'ai trouvé un autre boulot dans un gastropub génial sur 3 étages, dans un truc où du coup, ils m'ont confié un poste que jamais j'aurais pu avoir à Paris. C'était un poste de chef pâtissier, alors que j'étais pas. Moi, je suis cuisine, et du coup, la pâtisserie, c'est quand même un autre métier. Et là, je me suis vendue comme chef pâtissière. C'est passé. T'as dit que t'étais française, c'est bon. Exactement. À partir du moment où on dit qu'on est français là-bas. Paris, ok, super. T'es une nana, très bien. Et du coup, j'ai bossé peut-être 8 mois dans cet endroit-là. D'accord. J'ai failli avoir mon visa, mais j'ai demandé un peu tard. Enfin, j'étais pas très sûre, parce que l'Australie, c'est quand même loin. Et puis, ma famille me manquait. Enfin, si ça saute. Et finalement, du coup, ça s'est pas fait. Je suis revenue à Paris et chez mes parents. Ça a été dur. Retour au bercail. Ça a été dur. Et du coup, j'avais dit, je me laisse le temps un peu de me reposer, machin, chez mes parents, de me refaire un peu de sous. Et finalement, au bout de 2 semaines, j'étais là, non, il va falloir que je me dépêche. Parce que là, voilà. Et là, j'ai retrouvé un boulot dans une cuisine parisienne. Pareil, dans l'idée très sympa, en tout cas dans l'assiette et dans le cadre. Et c'est un restaurant qui s'appelle le Pantruche qui, pour le coup, existe toujours aujourd'hui. Le Pantruche, c'est ça? Ouais, le Pantruche, ça veut dire Paris en vieux parisien. D'accord. Et le chef, c'est un mec génial, avec qui c'était costaud entre lui et moi parce que juste moi, j'avais pris mon indépendance en fait avec l'Australie. Je m'étais vraiment forgé une conviction que je ne voulais plus vivre des choses horribles dans les cuisines en fait. Je comprends, que je voulais être reconnue, bien payée, parce qu'en Australie pour le coup c'était vraiment le cas. J'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie, même maintenant que j'ai mon restaurant. Et du coup à Paris, sauf que là voilà, j'ai accepté vite fait parce que il fallait que je me casse de chez mes parents. Et en fait, c'était hyper dur parce que lui, il avait envie de me faire voir ce que c'était le retour à Paris. Et la dureté aussi du métier à Paris, c'est des contraintes qui sont autres qu'ici. C'est pour ça que nous, on a choisi de venir ici. C'est que du coup, en moyenne, tu fais 2 services dans un service. Donc les plages horaires sont beaucoup plus longues, les espaces sont beaucoup plus réduits, et du coup, c'est une autre façon de fonctionner, et du coup, je ne lui en veux pas, mais ça a été dur. D'accord. Et donc du coup, de ce périple parisien, après, comment est-ce que tu arrives à Figeac Parce qu'entre, il a dû se passer quelque chose là. Ce qui a fait que on s'est barré, c'est que Mike, déjà, il voulait quitter Paris depuis qu'il m'avait rencontré. Il a dit non mais moi, je suis pas fait pour la grosse ville, voilà. Et en fait, il y a eu les attentats. Ok. Et les attentats, pour moi, ça a été assez traumatisant pour moi et pour énormément de Parisiens. En fait, moi, j'ai vécu les attentats au boulot. Ma seconde de cuisine, elle s'est vraiment trouvée pas bien parce qu'il y avait une partie de ses potes qui étaient à la belle équipe, là où ils ont fusillé tout le monde en terrasse. Donc,
c'était costaud. Ouais. Quand je suis rentrée chez moi, Mike n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. Mais moi, j'étais vraiment en panique totale. Les gens du restaurant qui étaient dans la salle se sont retrouvés en cuisine. Parce qu'ils avaient peur de se faire mitrailler, parce qu'on était vraiment pas loin du Bataclan. Parce qu'il y a eu un moment de flottement comme ça où ils savaient pas où ils étaient allés. Et du coup, tout le monde était là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous, on prend le taxi, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, le réflexe des gens, c'était de se réfugier un peu en cuisine, vers l'arrière du resto. Et après, en 3 secondes, le restaurant s'est vidé, taxi, Uber, défilé devant la porte. Et du coup, on a tout fermé, on est rentrés tous chez nous. Moi, je suis rentrée en courant à la maison, mais j'étais en panique totale. Voilà. Enfin, et du coup, il y a eu ça. Finalement, sur le moment, je me suis dit non, mais ça va en fait. Et en fait, non. En fait, de reprendre le métro, j'y arrivais plus, j'avais des crises d'angoisse. Enfin, plein de trucs. Et puis voilà. Enfin, je pense qu'il y a aussi un truc de Paris, c'est une ville géniale quand on a la trentaine par là. Nous, on avait un peu aussi envie avec mec de fonder une famille, de se retirer aussi de cette vie un peu trépidante où du coup c'est non-stop et du coup on a bien profité. On a hyper fait la fête, on a mangé, bu des choses extraordinaires, on a rencontré des gens super. Donc à Paris c'était génial, mais voilà, un peu un temps pour tout. Et ça a été un déclencheur quoi. Et je me suis dit non mais là c'est le moment. Et du coup on s'est barré. Ok. Et pourquoi Figeac du coup? Parce que on était en Dordogne parce qu'on avait fixé un périmètre de recherche parce qu'on voulait du coup ouvrir notre restaurant. Ok. Donc on a passé un peu de temps chez le grand-père de Mike à l'époque pour re-biduler notre kangou pour en faire un camping-car. D'accord. Heureusement qu'on n'est pas grand. Ok. Et on est parti là parce que Mike avait des grandes velléités d'Irlandais nomades à traverser les routes de France. Je pense qu'il s'était fait un truc assez utopiste de la chose. On était en plein mois de mai. Il a flotté pendant 10 jours dans notre kangou. Et aucun camping n'était ouvert, évidemment, on pouvait pas se poser. Et il imaginait qu'on pouvait se poser en plein champ. Chez les mecs, on va se faire tirer dessus par n'importe quel agriculteur, là, c'est son champ. Enfin, bref, c'était catata. Enfin, vraiment, voilà. En plus, on a visité des fermes, parce que Mike, il voulait faire un retour au vert total. Parce que lui, il a grandi sur une ferme en Irlande. Et du coup, tu vas voir, c'est génial, les animaux et tout. Mais j'étais là, alors moi, j'ai grandi à Paris, et après, j'ai fait Sydney, c'est à peu près thermique, tout. Et du coup, le grand écart était trop grand et je lui ai dit, j'ai fait une crise de nerfs au bout de 10 jours et je lui ai dit, je veux une ville. Et du coup, les villes à côté de là où on était, c'était soit Périgueux, soit Figeac. D'accord. Figeac. Ok. Parce que plus au sud, moi je cherchais le soleil aussi. Là, il avait plu pendant 10 jours. Je dis, non, mais moi, le soleil, ça m'a bien convenu en Australie, là, le sud. Et voilà, et du coup, on est tombé sur Figeac et on a tout de suite adoré. Ok. Je sais pas, il y a tout de suite eu un truc de... Je sais pas, on est tombé sur Jean-Louis qui maintenant est au 1370, qui à l'époque travaillait à la petite affaire à côté du 7. Ouais, d'accord, ok. Mais le petit endroit. Ouais. Tout petit là, on s'est fait servir mais comme des rois. Nous, on était au camping à Bédué. Le mec du camping, je me souviens, il disait « Ouh là là, mais Figeac, attention, c'est que des bourgeois, c'est la grosse ville. » Alors bon, ouais, j'étais là, oui, enfin bon, quand on vient de Paris, du coup, donc j'attendais de voir ce que c'était la grosse ville, mais ça m'a plu parce que du coup, c'était, je sais pas, c'était hyper charmant. Le Jean-Louis nous a hyper bien reçus. Et en fait, il nous a dit un truc qui, moi, en tant que Parisienne, pour le coup, ça a fait tilt tout de suite. Il m'a dit, ah non, mais si vous voulez ouvrir un resto, ici, il y a de la place. Ah bah oui. Et du coup, j'étais là, mais le truc de dingue, parce que moi, je pensais que c'était le patron, tellement il était à l'aise et tout là-dedans. Et du coup, j'étais là, mais c'est dingue. En sortant avec Mike, on s'est fait réflexion, on s'est dit, mais c'est dingue, en fait, les restaurateurs eux-mêmes nous disent que, en gros, il y a, allez-y, en tant quoi. que concurrent, il aurait Paris, ça n'existe pas, ça. Tu te tires dans les pattes tout le temps. Là, non. Et du coup,
Il y a de l'offre après, mais je pense que ça bouge quand même pas mal proportionnellement à la ville. Ouais. Et il n'est pas rare qu'un samedi soir ou autre, tu puisses pas trouver de place parce que c'est complet. En fait, si jamais tu n'as pas réservé assez tôt. Donc je pense qu'effectivement, les gens qui veulent s'installer, il y a mais je dirais aux gens qui veulent s'installer encore maintenant, 7 ans plus tard, il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour des gens qui font de la qualité, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Donc du coup, il y avait quand même déjà une volonté de s'installer, de monter son petit truc. Et alors comment ça se passe les premières étapes? Parce que déjà vous aviez une vision de ce que vous vouliez faire, vous aviez comment ça s'est passé les débuts? En fait, on avait une vision, mais pas tout à fait commune au départ. Moi, je voulais pas monter un resto traditionnel parce que du coup, je me voyais pas refaire les heures. Voilà. Et du coup, je voulais monter un coffee shop moi au départ. Du coup, exploiter ce que moi j'avais appris avant. Et en fait, Mike m'a convaincu. En fait, coffee shop, on connaissait pas bien la ville. On s'est dit, est-ce que vraiment ça va marcher ici? Parce que le coffee shop, ça marche vraiment sur le volume, fait, parce que c'est très peu cher ce que tu vends, donc il faut faire du volume. Est-ce qu'avec le recul, il n'avait pas tout à fait tort? Il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Bref, du coup, en fait, on a cherché des endroits et en fait, on a flashé sur un endroit qui s'avère être en face de notre restaurant actuel. On a bossé 10 mois dessus. D'accord. C'est un lieu hyper beau, que de la pierre. Mais du coup, c'était une création totale de fonds de commerce. Donc, il n'y avait rien. C'était pas un restaurant avant. C'était juste un local commercial. Et du coup, il a fallu convaincre tout le monde, l'Archi des bâtiments de France, les copropriétaires, etc. Donc ça a été un peu et puis c'était aussi la première fois qu'on se retrouvait face aux institutions, aux banques, aux assurances, tout ça. Et pas facile. Retour à la réalité. Et puis en plus, il y a pas mal de bâtiments qui sont soumis à. Bâtiments de France. Exact. Là, tu sais pas ce que tu veux, quoi. Et puis surtout dans la nourriture, parce que. Il y a des normes de dingue, voilà. Mais finalement, c'est les gens de l'immeuble qui étaient très très pour jusqu'au dernier moment. Ils nous ont dit en fait non, on veut pas. Du coup, on a passé 10 mois à essayer de faire en sorte que tout le monde était ok, et puis pour qu'ils nous disent non, en fait, ça va pas se faire. Donc, on s'est dit peut-être Figeac ne veut pas de nous, finalement. Donc, puis on n'avait plus de sous. Du coup, on est remonté à Paris à ce moment-là. On a fait 6 mois de travail de vaurien parce qu'on devait vraiment remettre des sous dans les caisses. Et du coup, on s'est fait mal pendant 6 mois. On a fait, Mike, il a fait un boulot en brasserie chez des anciens patrons qu'il connaissait très bien. Il a gagné un très bon salaire. Sans trop forcer. Non, si, il a bossé, mais bon. Et moi, j'ai bossé dans un resto où lui, il avait été chef avant. D'accord. Et je me suis fait mal. C'était dur et on vivait dans une chambre de bonne pour pas payer trop de loyer. De côté, Et on y est arrivé, on a mis ce qu'on voulait de côté et on est redescendu. Et on s'est dit, on se laisse encore quelques mois. Et après, on s'en va. Si le Figeac veut pas de nous, on va pas. Même les gens du cru qu'on avait rencontrés, ils disaient, vous êtes encore là, vous? Et du coup, finalement, c'était ce moment-là pile poil où finalement le petit Save, qui était l'ancien, du coup, la Racine et la Moelle, Christian nous a dit, je vais être papa, en fait, je vends. Let's go. Et en fait, c'était en face du 10 mois de boulot. Et vraiment, j'étais là. Et du coup, on s'est dit, mais alléluia. Et après, c'était encore une dizaine de mois de boulot pour. Est-ce qu'il y avait des choses après, quand vous êtes arrivé, il fallait retaper un peu? Alors, c'était pas ça le plus long, c'était la partie administrative, parce que rien n'était en place. Rien. Établissement recevant du public, il n'y avait pas de dossier. Il y a eu plein de trucs où du coup, on a dû rattraper. Remettre à jour un peu. Voilà. Et du coup, ça a été un sacré moment aussi de haut et de bas et tout. Mais finalement, on a tenu. On a fait les travaux beaucoup par nous-mêmes parce qu'on s'est dit, de toute façon, c'est l'été, les artisans n'étaient pas dispo. Du coup, on a fait. Dans le coin, pour en trouver des bons, ils sont on connaissait pas encore. On connaissait pas encore ce réseau-là. Ça aussi, C'était pas évident et du coup on a fait, et tant mieux parce que du coup on s'est fait aider par plein de gens ici et du coup ça a créé un espèce de réseau déjà et puis on a ouvert en plein mois d'août. Donc c'était dur. C'était pas évident. Mais ça a marché tout de suite. On a eu vraiment des retours hyper positifs tout de suite. Peut-être parce qu'il y a une vision différente aussi de la cuisine peut-être.
Oui, alors, enfin vraiment, il y a un concours de trucs qui font que je pense les gens on a dû vraiment montrer patte blanche au début parce qu'on n'est pas d'ici. D'accord. Et c'est compréhensible. Les gens nous ont dit oula, attendez, on va tester avant. Parce que du coup, nous, on voulait pas trop mettre en avant. On a compris que tout ce qui était guide et tout, en fait, fallait pas trop le mettre en avant. Les gens avaient peur que ce soit trop cher, du coup. Ah oui, il y a une histoire de prix, de machin, de positionnement. Et en fait, nous, on a eu la chance d'avoir eu beaucoup de gens au début qui sont venus. La Dépêche nous a soutenus dès le départ. Ils nous ont fait un article dès l'ouverture. Il y avait des gens qui faisaient la queue devant le menu le premier jour. C'était assez dingue. J'étais là avec qu'est-ce qui se passe. Et complet très vite. Enfin, non, tout de suite, en fait. Et en fait, ça a marché comme ça. Je me souviens de plusieurs gens du cru qui nous ont dit il faut réussir l'ouverture. D'accord. Pas de pression. Ouais. Mais en fait, à partir du moment où les gens viennent tester et disent eux, à leur famille, à leurs amis. Oui, c'est qu'une question de bouche à oreille, c'est clair. C'est bon, c'est gagné. Suffit, bien sûr. Enfin, si c'est bon, si c'est positif pour les premières personnes, après ce sera, voilà, c'est gagné. Après, il faut désacraliser un peu. Il y a les premiers jours, mais il y a les jours suivants aussi. Enfin, c'est, disons qu'au bout d'un moment, après, une fois que ta réputation est faite, par contre, c'est vrai que. Bien sûr. Voilà. Non, mais il faut quand même passer ce moment-là. Clairement. Moi, j'ai eu un retour de Claudie au bout de la fin de première semaine. Ouais. Elle m'a dit bon écoute Julie, la marraine du game quoi, la Claudie. Elle m'a dit un truc bon j'ai très bon retour mais il n'y en a pas assez dans l'assiette. Ok. J'ai rectifié direct. J'ai pas cherché à me poser la question de quoi, de qu'est-ce. J'ai rectifié. Enfin, en fait, on est un peu, c'est normal de s'adapter, à ici. Moi, j'ai une culture, plutôt ville où les gens mangent vraiment moins aussi, je pense. Et puis voilà, du coup j'ai adapté. Puis ça c'est bien. Parce qu'après ça a été peut-être un peu trop. Il y a des gens qui me disent maintenant c'est trop copieux. Bon, faut trouver. Il faut trouver le dosage. C'est hyper bienveillant quand même de la part de Claudie d'être venue. Génial. Et elle est pas venue. C'était juste le retour des clients qu'elle avait qui étaient là-bas chez elle. Bien sûr. Et à l'hôtel, voilà, parce qu'elle voit passer quand même un sacré bout de Figeac et de touristes et tout. Bien sûr. Et elle m'a fait un topo direct hyper clair. Elle m'a dit c'est super, mais. Il faut en mettre plus. Rectification, ok. Il n'y a pas besoin d'études de marché, c'est l'avantage. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup, mais c'est plus direct en fait. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait ici. C'est justement ce côté direct. Alors parfois ça peut frustrer au début, ça peut choquer. C'est un peu costaud parfois. On se retrouve avec ça, mais au moins c'est cash. Au moins c'est cash. Et moi à Paris, ça c'est un des trucs sur lesquels moi j'ai toujours été très cash, donc je me suis pas vraiment faite au moule parisien, mais c'est quand même très comme ça à Paris. Il y a tellement de je sais pas, c'est très différent, il y a beaucoup plus c'est moins cash quoi. On est en robe, Mais il fallait avoir quand même l'intelligence aussi d'écouter le retour et de le prendre en compte, parce que tu aurais très bien pu aussi t'offusquer et dire non mais qu'est-ce qu'elle me raconte. Mais bon Claudie, je sais, on avait déjà passé un petit moment à Figeac, je savais que Claudie c'était quand même quelqu'un d'important. Comment tu définirais du coup pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la Racine et la Moelle, qui n'est pas du coin, qu'est-ce que c'est votre cuisine, qu'est-ce que c'est votre vision, votre positionnement, enfin comment tu qualifierais un petit peu tout ça? Du coup, nous, on est un bistrot. On défend ce terme-là parce que pour nous, c'est pas que dans l'assiette du coup que ça se joue, c'est aussi dans l'atmosphère générale. Donc le service aussi fait partie intégrante en fait de l'expérience client. Donc c'est mon mari Mike qui s'occupe de la partie en salle et moi du coup celle en cuisine. On travaille du coup pour ma partie en cuisine avec principalement, pas que, mais principalement des produits locaux. D'accord. Dès qu'on peut trouver localement des choses de qualité, pas forcément bio, parce que du coup tout le monde n'a pas l'argent aussi pour avoir le label. Bien sûr. Voilà. Du coup on travaille aussi avec des gens qui ont des toutes petites exploitations. Enfin voilà, c'est vraiment au début j'ai vraiment cherché à me faire plaisir sur les produits et à rencontrer les gens. Nous on a beaucoup été à la rencontre des gens, on a eu le temps de le faire avant. C'est ce que j'allais dire, t'as mis du temps à sourcer, etc. Trouver des mais ça s'est fait naturellement en fait, parce que entre les produits qui sont quand même excellents, enfin je veux dire on est vraiment gâtés ici, et le côté humain. Pareil, enfin moi à Paris c'était des livreurs.
on se parlait pas vraiment. Enfin, il y avait pas d'échange. Là, c'est les maraîchers qui viennent nous servir et enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça génial. Ça fait partie aussi de l'expérience de la racine à la moelle. Parfois, quand t'es client, bah t'as un livreur ou un maraîcher qui s'est un peu décalé dans sa tournée et qui passe en plein milieu de la clientèle, mais ça fait partie de notre restaurant. Bien sûr. Pour nous, c'est aussi mettre en valeur le produit et les gens qui le font. Et du coup, nous, on marche. C'était pas le cas avant, mais au début de la racine à la moelle, on a testé plein de choses comme formule. Et maintenant, on est content de notre formule. On fait 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. D'accord. On change. Parfois, 2 fois par jour. Ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais. Mais vous limitez quand même vous essayez d'avoir un certain nombre de choix limités. C'est pas genre t'as X entrées, X. Que 3. 3 à chaque fois. 3 à chaque fois. Ok. Simple mais maîtrisé quoi. Ouais, il y a une entrée poisson, une entrée viande et une entrée végétarienne. Ok. Et pour les plats, il y a 2 plats de viande, une viande confite plutôt, une viande ou mijotée, une viande grillée et un poisson. Ok. Et on peut toujours faire une option végétarienne. Ok. Et les desserts, c'est chocolat, fruits, enfin il y a un peu de tout, mais du coup en fait ça nous va hyper bien parce que du coup pour les gens qui viennent régulièrement, ça change tout le temps de toute façon. Donc en fait en fonction de ce qui vient, de la saisonnalité, etc. Ah bah oui. Nous, on travaille sur des petits volumes en fait de production. Moi, je commande jamais au-delà de 10 kilos de légumes par légume. Et du coup, quand il y a un légume qui est fini, bah on passe sur un autre. Et quand celui-là est fini, on passe sur un autre. Donc c'est pour ça que ça change tout le temps. Et voilà. Après, tout ne change pas tout le temps, évidemment. T'as quand même des plats signatures ou des choses comme ça? Il y a des choses qui reviennent, oui. Ouais, il y a même des clients qui nous appellent en nous disant alors est-ce qu'il y a le pavlova en ce moment? D'accord. Du coup je leur dis oui ou non, mais voilà, oui, il y a des choses qui ont marqué la racine à la moelle et du coup je refais volontiers avec plaisir. Ok. Et après donc pour la partie salle du coup c'est Mike qui s'en occupe. Comment ça se passe? Il y a aussi, si je me dis pas de bêtises, mais j'ai quand même mes sources. Et l'on m'a dit qu'il était assez fin sur les choix du vin et qu'il avait une cave très intéressante. Oui. Mike, il est tombé dans le vin à Paris parce que il a plutôt une culture whisky et bière en tant qu'Irlandais. Mais du coup, il a appris à goûter le vin avec en face de vignerons. Parce que du coup, il a eu la chance de faire l'ouverture d'un restaurant qui s'appelait La Cave de l'Insolite à Paris et qui était un haut lieu du vin nature. D'accord. Et c'était un peu les premiers gars qui se sont dit si, on va vraiment mettre ça en avant. Et du coup, il a goûté là, à ce moment-là où il travaillait en tant que chef. Il faisait des sacrées semaines. Mais du coup, c'était un peu son moyen de décompresser aussi et de découvrir un nouveau milieu. Et du coup, il l'a très bien fait. Il a une mémoire d'éléphant. Il a vraiment une capacité à intégrer des informations sur le vin, même quand il en a bu. Qui est vraiment hyper important pour son métier parce que pour le coup retranscrire des choses qu'un vigneron t'a dites en pleine dégustation parmi plein d'autres bouteilles et de choses c'est pour moi primordial et puis en fait Mike il est cuisinier donc de métier et en fait il a fallu choisir entre lui et moi en cuisine en gros et on pouvait pas être tous les deux en cuisine et moi c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que j'ai beaucoup moins de patience que lui. D'accord. Voilà. Et du coup, ça s'est fait naturellement comme ça. Et en fait, il arrive à retranscrire du coup le discours hyper passionnant du vin à table. Il a constitué une cave effectivement balèze. J'ai mes sources. Assez pointue. Il y a des gens qui viennent pour le vin chez nous. D'accord. En fait. Avec la table, c'est cool parce qu'en général, ils s'y retrouvent. Mais il y a une vraie clientèle vin. Ok. Ce qui est génial. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que sa technicité, j'allais dire, aussi bien au niveau du vin, mais aussi de la restauration, du fait qu'il est du métier, j'imagine que c'est hyper cool parce que ça lui permet de conseiller comme il faut et d'expliquer et d'orienter, on va dire, la clientèle, quoi. Ouais, et puis en fait, je pense qu'il y a un truc qui est un peu galvaudé dans le milieu du vin, c'est l'approche. En fait, Mike,
il met tout le monde au même niveau parce qu'en fait lui-même n'est pas un sommelier. En fait, il a appris sur le tas et du coup il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Si t'aimes pas, je sais pas, il trouve toujours des adjectifs que, il va s'adapter. Ouais, et puis sur lesquels les gens sont à l'aise. Parce que parfois le vin ça peut être vite. C'est vite pompeux, Pompeux et puis du coup on sait pas trop comment décrire ce qu'on aime, machin et trucs. Et lui il arrive toujours à dire bon bah en fait fruits, sucre, je sais pas, il arrive à le faire et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien, c'est que du coup les gens se sentent à l'aise pour dire ah non moi je déteste ce genre de truc, machin. Et du coup ça fonctionne. De vulgariser un peu le truc. Mais le côté pédagogique est hyper important, que ce soit en cuisine ou que ce soit en matière de vin. Du coup après 10 ans moins 2 ans. 3 ans, du coup ça fait 7 ans. Après 7-8 ans d'activité et ces divers titres, c'est quoi les plans aujourd'hui? Les projets, ce serait du coup là de continuer ce qu'on fait en ce moment et de le faire perdurer dans le temps. Avec la nouvelle équipe là en qui je crois là en cuisine et j'espère que tout va bien rouler pour cet été et voilà et ensuite moi j'aimerais bien me destiner peut-être un peu plus à enseigner. D'accord. Et à donner, transmettre et donner aux gens qui sont passionnés aussi par ce métier mais qui l'ont pas fait ou qui sont passés par d'autres voies. 2-3 juste rudiments pour se retrouver à l'aise en cuisine, etc. Et du coup voilà, j'ai un peu ça en tête parce que je trouve ça hyper important en fait la transmission, surtout dans ce métier et ça se perd pas mal. Là, je vois il y a des jeunes qui arrivent chez nous qui sont, on se demande si vraiment ils sont passés par l'école. Je sais pas. L'enseignement, c'est un peu la constatation qu'on s'est fait avec d'autres chefs là, c'est que l'enseignement au niveau en tout cas culinaire et tout, je pense c'est léger en fait de plus en plus. Et du coup on se retrouve avec des jeunes qui sont passés par l'école et qui n'ont pas vraiment les rudiments. Donc on doit tout leur refaire. Et du coup c'est ça me paraît important en tout cas de se focaliser un peu là-dessus et d'avoir un peu ce rôle de sans la pression du quotidien. Continuer à vivre ta passion, mais sans les 2 coups de rush des services au quotidien. C'est un super métier, je l'adore, mais c'est vrai que physiququement et moralement, c'est difficile. C'est costaud. Je comprends. Et j'ai passé les 40 ans. Et du coup, maintenant, j'aimerais bien lever un peu le pied. Le pied, Je comprends. Julie, question tradition. Oui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de positif pour l'avenir? J'ai réfléchi avant de venir. Tu vois, c'est vraiment maintenant une question de tradition. En fait, du coup, ça fait 10 ans qu'on est à Figeac. Et ces 10 années nous ont hyper plu et elles nous ont porté jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, je souhaite juste que les 10 prochaines années soient aussi bonnes que celle-là. Parce que franchement, c'est une rencontre, je pense que ça arrive pas souvent dans une vie de se retrouver dans un endroit comme ici et où finalement on n'avait aucune attache, on connaissait personne et tu crées quelque chose. Voilà, et que Figeac nous a accueillis et on est trop content d'être là et on fait un peu comme les gens qui sont là depuis longtemps et qui disent non il faut pas trop dire que c'est génial ici. Maintenant on fait ça un peu nous aussi parce que on a eu vraiment une qualité de vie de dingue. On est hyper heureux d'avoir un enfant ici qui va grandir ici et qui va profiter de tout l'environnement super qu'il y a ici et du coup voilà, je suis hyper on est hyper heureux et on espère avoir de beaux jours encore devant nous ça continue. Dans le pays de Figeac. Super. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi.
Les amis, merci à toutes et à tous pour avoir suivi cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Une nouvelle fois, merci parce que je peux officiellement vous annoncer aujourd'hui que la chaîne Passe est passée maintenant partenaire YouTube. Donc, je fais partie du programme partenaire YouTube. C'est trop cool. Donc, merci une fois de plus à vous. Merci aux invités aussi qui sont venus et qui ont permis à la chaîne de croître. En moins de 2 mois, passer partenaire YouTube, c'est vraiment trop cool. N'oubliez pas de mettre un petit like sous la vidéo, un pouce vers le haut, un commentaire et puis vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très fort, c'était Anto, ciao ciao.